D'abord, pour moi, c'est important de savoir comment est-ce que le musée présente justement cette acquisition et ce masque. Parce que si les personnes qui présentent ce masque le présentent comme un masque, ça me pose déjà un problème de compréhension. Si ce masque n'est pas intégré dans une idée que c'est quelque chose qui fait partie d'une culture et qui appartient à une façon de penser de tout un peuple. Donc, c'est vrai que l'erreur souvent que font les Occidentaux et aussi parfois les Américains et aussi les Africains, c'est d'appeler ça des masques. Parce que ce ne sont pas des masques quand ils sont vidés de leur esprit. Ils deviennent alors à ce moment-là des objets d'art ou des objets de sculpture. Ah, du coup, leur place dans les musées se justifie dans ce sens-là. Mais jusqu'à un certain niveau, certains masques ne peuvent pas être vidés de leur sens et de leur esprit et conserver encore cette appellation-là. Et lorsqu'on prend un masque Egungun, soit il est dans un musée avec sa réhabilitation et son installation avec le respect qu'on lui doit et la place qu'on lui doit dans un musée comme dans une maison, parce qu'un masque, moi quand j'accepte de faire une performance dans un musée autour de quelque chose comme ça, c'est que je considère que ce masque, il joue le même rôle qu'il pourrait jouer dans ma maison, c'est-à-dire il représente le grand-père, l'ancêtre. Et justement, le grand-père étant disparu, ce masque nous rappelle que nos morts ne sont jamais morts, qu'ils sont toujours présents avec nous. Et l'espace d'un musée est aussi un espace qui rappelle cette façon de conserver la mémoire de nos ancêtres. Et quand un musée va dans cette démarche-là et redonne la valeur spirituelle, la valeur culturelle et la valeur culturelle d'un objet, c'est-à-dire l'association de cet objet avec son esprit, moi, ça m'intéresse de participer, de collaborer à ce que le public, qui d'un côté vient pour la face esthétique, puisse le trouver, mais aussi qu'on puisse comprendre que l'esthétisme n'a de raison d'être que si le spirituel prend sa place. Ce soir, tu es là, on a la chance, tu vas présenter, et sentir cet esprit, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand tu pars? Et on reste ici avec le masque? Je pense, pour ma part, que vous êtes entouré de quelqu'un qui, pour moi, est avant tout un Togolais, un Béninois, un Nigérian dans l'âme. Et je pense que sa présence serait peut-être pour moi et une des raisons essentielles aussi pour laquelle on est là. Et je pense qu'il serait un peu le garant de la mémoire de cet ancêtre-là qui, à partir d'aujourd'hui, devient aussi son ancêtre, devient aussi l'ancêtre des gens qui ont fait cette démarche d'amener ce masque ici. Ce masque, de fait, devient votre ancêtre. Il devient quelque chose parce que l'ancêtre, ce n'est pas seulement l'ancêtre d'un Africain, c'est ça quelque chose qui tend à devenir universel. Et lorsque le musée ici va donner cette valeur à ce masque, je pense que ce masque prendra également toute sa place d'ancêtre et d'esprit et à la fois d'objet habité par un esprit. Et il suffit que les gens du musée lui donnent cette valeur-là. L'Afrique n'a pas l'exclusivité, les Béninois ou le Togolais n'a pas l'exclusivité de la célébration spirituelle. Et je pense que c'est tout le monde qui peut faire ça. Il suffit juste d'avoir une démarche dans ce sens-là. Donc moi, je reste confiant qu'après notre départ, ce masque va continuer à vivre comme un masque, pas comme un objet de musée, même s'il est dans un musée. C'est un masque qui va vivre dans un musée complètement intégré avec son sens et la valeur culturelle et dimensionnelle qu'il lui faut. Ce ne sera absolument pas gênant qu'on demande par exemple à des Allemands, avant de rentrer dans cet espace-là, de se déchausser et de s'incliner devant ce masque-là, puisqu'il représente l'ancêtre. Et cet ancêtre-là, on ne peut l'approcher, on ne peut le toucher que quand on a fait un certain nombre de rituels, c'est-à-dire verser de l'eau par terre, verser un peu de gin par terre, au moins une fois par an,
la date anniversaire de l'acquisition de cet objet-là peut être le moment où on permet à ce masque de revivre. Parce que les masques, quand on respecte leur esprit, ils revivent quelque part. Sauf les masques qui sont juste des objets de musée qui ont été malheureusement fabriqués par des Africains sous le conseil de missionnaires blancs, qui sont retournés dans les musées comme étant des objets d'art africains. Ceux-là ne vivent pas. Mais des masques qui ont été fabriqués réellement en Afrique avec un artisan ou un artiste africain avec l'idée de lui faire habiter un esprit, ce masque, il continue de vivre. Et je pense que j'en ai vu quelques-uns dans vos musées, à l'entrée de vos musées, qui sont des masques qui révèlent encore une très forte présence spirituelle dedans, pour peu qu'à un moment donné, on refasse les rituels pour redonner vie à tous ces masques-là. On t'a invité à l'occasion de cette masque, mais on t'a invité parce que tu es un artiste et tu vas faire une performance pour nous. Et c'est quoi tu vas faire ici, sans dire toutes les choses, mais tu sais les lieux que tu as vécu hier et ce soir tu vas faire. Mon idée de la performance d'aujourd'hui, c'est de permettre au musée et aux gens d'ici de comprendre dans quel contexte ces masques apparaissent et de savoir quel est le lien entre le masque, le culte des ancêtres et la religion animiste qu'on appelle la religion vaudou. Et cette religion, qui est une religion de lumière, amène parfois des hommes dans une dimension. Donc on va traverser 3 divinités différentes, qui sont des divinités qui sont reliées aux éléments. Ces divinités-là, ils sont tous appelés à mourir. Et quand ils meurent, ils sont incarnés par un ancêtre. Et c'est pour montrer un petit peu l'évolution entre l'homme, la divinité et la mort. Comment est-ce que nous vivons dans un culte où le serpent revient toujours par la queue, où la vie, c'est le début de la mort, et la mort, c'est le début de la vie, où le plus et le moins, le yin et le yang, le feu et l'eau, et tout ça se retrouve dans cette performance-là, où on établit le lien qu'il y a entre la vie et la mort. Et la première partie de la performance, c'est justement tout ce processus de la vie, et l'apparition des masques, justement, que les gens vont découvrir aujourd'hui. Ils vont le découvrir sous la forme aussi d'un esprit, et je trouve que c'est très intéressant que le musée puisse le présenter plutôt comme un esprit et non pas comme un objet. Et si on le présente comme un esprit, il restera aussi comme un esprit, et la performance, elle sera aussi là pour porter un petit peu cette dimension-là. La dernière question, tu m'as parlé de vaudou. Oui. Et tu as dit, il y a 2 façons de vaudou. Un vaudou, c'est écrit comme ça, et tu sais, tu es ici à Dresde, en Europe, Saxonie, et les gens, je ne sais pas encore, mais peut-être ils ont certaines façons de comprendre, de maintenant comprendre. Expliquer un petit peu, si tu peux. Mais, rapidement, je pense que pour moi, et aussi la recherche que je fais, qui est intégrée aussi dans ma démarche artistique, c'est de m'appuyer vraiment sur une culture que j'appelle la culture animiste. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'envie de démystifier un petit peu le vaudou et de poser un certain nombre de choses. Démystifier aussi le vaudou parce que quelque part, les Occidentaux, le démystifier, ça ne les arrange pas parce que ça enlève le mythe du vaudou exceptionnel et tous ces côtés un peu hollywoodiens auxquels les gens croient, et de ramener le vaudou plutôt dans une dimension philosophique. Et donc, ce que je disais, c'est que le vaudou s'écrit V-O-D-U et V-A-U-D-O-U. Le V-O-D-U est une écriture qui vient d'une racine égyptienne. V-O, ça veut dire vo, ça veut dire sacrifice, et dou, qui veut dire signe. Et quand on relit le vaudou, dans ce sens-là, on le relie à quelque chose qu'on appelle l'oracle, la géomancie du Fa. Et la première phase du vaudou, c'est le Fa. C'est le Fa qui détermine le vaudou. Et ensuite arrive la célébration des choses, des éléments qui déterminent de la consultation du Fa, qu'on appelle le vaudou, V-A-U-D-O-U, qui n'est que la célébration des éléments qui découlent de la consultation de l'oracle. Et cette célébration-là, c'est la partie spectaculaire que les malentendus historiques et les malentendus judéo-chrétiennes ont taxé par le même nom, vaudou et vaudou.
Et ce qui a créé cette confusion-là, quand on voit une personne qui tombe en transe, il n'est pas dans le vaudou V-O-D-U, il est dans le vaudou célébration. Et ce sont des choses que les hommes ont inventées après du XVIIIe siècle pour continuer d'exister autour de cette religion-là. Mais le vaudou V-O-D-U à laquelle est rattaché le culte des ancêtres, le culte de Mamiwata, le culte de Sakpata, le culte du fer, du feu, de l'eau et de la terre, ça, ce sont des cultes qui sont des cultes universels qu'on trouve un peu partout. En Afrique, on appelle ça le vaudou. Chez les Indiens, on appelle ça encore un autre nom. En Amérique du Sud, on appelle ça encore un autre nom. Et il y a toute une façon de l'appeler, mais la base reste la même. C'est la croyance aux éléments. Les éléments, c'est-à-dire les 4 éléments fondamentaux de la cosmogonie et de la cosmogonie africaine surtout.